Nous sommes au IIe siècle avant Jésus-Christ, dans l'Empire du Milieu. Le 7e empereur de Chine, de la dynastie Han, s'appelle l'empereur Wudi. En tant que chef militaire, il emmènera la Chine à son expansion maximale. Mais pour le moment, il doit repousser les raids nomades des Xiongnu au nord de la Chine. En 139 avant Jésus-Christ, Wudi envoie un émissaire, Xan Qian, pour négocier une alliance avec les Yuanzi, situés dans l'Ouzbékistan actuel. À partir de Xi'an commence un long périple où Xan Qian découvre l'existence des chameaux de Bactriane. Ces animaux, opiniâtres, résistent aux températures extrêmes, dans le vent glacial des montagnes et le vent desséchant des déserts. Mais surtout, Xan Qian remarque une race de chevaux près de Ferghana, surnommés les chevaux célestes, grâce à leur rapidité et leur endurance. D'ailleurs, leur représentation est souvent la même. Un seul sabot qui repose sur une hirondelle. Ces chevaux étaient avant tout de redoutables armes de guerre, car ils permettaient à une armée d'avancer plus vite et plus loin. Durant 2000 ans, l'Empire du Milieu, c'est-à-dire la Chine, a su conserver le secret de la fabrication de la soie. C'est entre autres pour obtenir ces chevaux célestes que l'empereur Wudi enverra des caravanes chargées de soie, et pourtant cette soie deviendra la monnaie de référence des commerçants chinois et perses, alors que son exportation était jusque-là interdite et punie de mort. Puis ce furent les seigneurs de l'Inde, les Rajas et les Maharajas, qui échangèrent ces soieries contre des pierres précieuses. La soie n'était, pour les Chinois, qu'une monnaie pour payer les chevaux et les expéditions. Cette appellation des routes de la soie date de la fin du XIXe siècle et fut proposée par l'Allemand Ferdinand von Richthofen. Cette appellation ne reflète en rien l'étendue des échanges qui se sont passés le long de ces routes et ne reflète que le point de vue de l'Occident, c'est-à-dire l'intérêt pour la soie. Suite aux expéditions, des caravanes régulières ont continué d'emprunter ces routes et d'autres échanges se sont faits pendant des siècles, religieux, scientifiques, commerciaux, culturels, de la Chine à l'Inde, à l'Asie centrale, à la Perse. Religieux d'abord. La mission diplomatique menée par Xan Qian devient sans doute l'élément décisif qui déclenchera l'introduction du bouddhisme en Chine en favorisant les échanges avec l'Asie centrale. La grande école du philosophe appelé maître Kuhong ou Kongfuzi, latinisée en Occident sous le nom de Confucius, deviendra la doctrine d'État par l'empereur Wudi. Le confucianisme perdurera jusqu'à la fondation de la République de Chine en 1911. Terre d'échange, l'Asie centrale fut un creuset pour le bouddhisme durant de nombreux siècles. Puis le zoroastrisme et le nestorianisme eurent de bons échos. En même temps que les pierres précieuses de l'Inde, le bouddhisme s'exporta sans contrainte, d'abord par les commerçants eux-mêmes. Quant au nestorianisme, c'est une doctrine se réclamant du christianisme, en affirmant que deux personnes, l'une divine, l'autre humaine, coexistaient en Jésus-Christ. Mais en 431, lors du concile d'Éphèse, le nestorianisme devint une hérésie. Nestorius est exilé, mais l'élan missionnaire connaîtra une expansion en Asie et, par les caravanes, s'implantera en Mongolie. Xi'an, capitale de la Chine en 732, marquera par cette stèle l'introduction du christianisme, en fait le nestorianisme, dans ce pays. Dès le 7e siècle, la vague de l'islam s'imposera en Asie centrale jusqu'à nos jours,
en laissant des témoignages visibles des religions passées. Les routes de la soie relient de grandes civilisations comme celle de la Méditerranée, de l'Inde, de la Perse, de la Chine, et l'Ouzbékistan en est le cœur. Le passage obligé entre l'Orient et l'Occident se fera par les villes de Boukhara et de Samarcande. C'est là que naquirent de grands foyers artistiques comme ceux des Samanides à Boukhara et des Timourides à Samarcande au XIVe siècle. En raison de cette expansion culturelle, toujours d'actualité et dans un esprit de paix, l'UNESCO l'a surnommée la Route du Dialogue en 1987. Mais il se pourrait qu'elle devienne aussi la route du pétrole, car l'Asie centrale possède les plus grandes réserves d'hydrocarbures du monde après le Moyen-Orient. Nous faire croire la fin des énergies fossiles est pure spéculation, car les intérêts politiques, financiers, psychologiques de cette partie du monde sont importants, afin de diminuer la demande grandissante de l'Occident sur ces énergies. Le Kazakhstan, 4 fois la France, avec une globalité de pétrole de 110 milliards de barils. L'Azerbaïdjan, avec 40 milliards de barils de pétrole, mais surtout un gisement de gaz estimé à 700 milliards de mètres cubes. Le Turkménistan, ayant du pétrole et surtout des réserves de gaz qui donnent le tournis. Il est le 4e producteur mondial, son grand frère la Russie étant le premier producteur mondial de gaz. S'il est une date qui semble faire consensus en ce qui concerne la route de la soie du XXIe siècle, c'est celle du 14 décembre 2009. Ce jour-là, les présidents turkmènes Gurbanguly Berdimuhamedov et chinois Hu Jintao, inaugurés en présence de leur homologue kazakh Nursultan Nazarbayev et ouzbek Islam Kamirov, un nouveau gazoduc de près de 1900 km de long qui, via le Kazakhstan et l'Ouzbékistan, approvisionne la province occidentale chinoise du Xinjiang. D'ici 2013, ce gazoduc devrait atteindre sa pleine capacité, soit 40 milliards de mètres cubes par an. Ne reculant devant aucun superlatif, le président turkmène se félicitait de ce projet, non seulement économique et commercial, mais aussi politique, qui ouvre une nouvelle page dans le livre d'or de l'histoire des relations entre la Chine et le Turkménistan. Et il ajoutait que, grâce à une politique sage et clairvoyante, la Chine venait de se hisser au premier rang des pays garants de la sécurité mondiale. Ah, la route de la soie. Elle a mis en marche tous les imaginaires d'Orient et d'Occident en un perpétuel échange entre rêve et réalité, où chacun d'entre nous, écrivain, peintre, musicien, conquérant, commerçant, a pu puiser ou épuiser ses forces.